un artiste de la faim. Dans les dernières années, l'intérêt du public pour les jeûneurs professionnels s'est notamment affaibli. Alors que rien n'était plus fructueux autrefois que d'organiser de grandes exhibitions de jeûne sous sa propre direction, aujourd'hui c'est devenu complètement impossible. C'était d'autres temps. À cette époque, toute la ville s'occupait du champion de jeûne. De jour de jeûne en jour de jeûne, l'intérêt du public croissait. Chacun voulait voir le jeûneur au moins une fois par jour. Sur la fin, certains abonnés passaient toute leur journée devant la petite cage grillagée. On le visitait même la nuit au flambeau pour plus d'intérêt. Et quand il faisait beau, on portait la cage au grand air. Ces jours-là, c'était surtout aux enfants qu'on faisait voir le jeûneur. Alors que cette exhibition ne représentait souvent pour les adultes qu'une plaisanterie à laquelle ils s'associaient simplement par docilité à la mode, les enfants, eux, regardaient étonnés, la bouche ouverte et se donnant la main pour plus de sûreté, cet homme hâve en tricot noir, dont les côtes faisaient saillie et qui, méprisant tout siège, restait assis sur une litière de paille. Il avait par moments une courbette polie. Il répondait aux questions avec un sourire forcé. Il passait même le bras par la grille pour faire tâter sa maigreur. Mais d'autres fois, il s'effondrait, se repliait complètement sur lui-même, ne s'inquiétait plus de personne, et même pas de l'heure si importante cependant, qui pouvait sonner à la pendule, qui constituait tout le mobilier de sa cage. Il restait là, le regard fixe, les paupières presque fermées, portant de temps à autre à sa bouche un minuscule verre d'eau pour s'humecter les lèvres. Outre les spectateurs d'occasion, il y avait aussi là, à titre permanent, des surveillants choisis par le public, en général, fait curieux, des bouchers, qui se relayaient par groupe de 3 et qui avaient la mission d'observer le jeûneur jour et nuit pour l'empêcher de s'alimenter en cachette. Mais c'était pure formalité, on ne s'y livrait qu'afin de tranquilliser les masses. Les initiés savaient bien que le jeûneur n'eût absorbé à aucun prix, même contraint, le moindre atome de nourriture aussi longtemps que durait le numéro. L'honneur de sa profession le lui interdisait. Évidemment, tous les gardiens ne comprenaient pas une telle psychologie. Il y avait des équipes de nuit qui ne montaient leur faction qu'avec relâchement, s'installaient à dessein dans un coin le plus éloigné et se plongeaient dans une partie de cartes avec la visible intention de permettre au jeûneur de prendre un petit réconfort. Il n'avait qu'à aller le puiser, pensait-il, dans quelques réserves secrètes. Rien n'était plus pénible aux jeûneurs que ce genre de surveillants. Ces gens le rendaient mélancolique. Le jeûne devenait difficile avec eux. Parfois, surmontant sa faiblesse, ils chantaient pendant leur faction aussi longtemps qu'ils le pouvaient pour leur montrer le tort immense qu'ils avaient de le soupçonner. Mais c'était en pure perte. Les autres ne s'étonnaient plus que de l'adresse avec laquelle ils s'entendaient à manger en chantant. Il aimait beaucoup mieux les contrôleurs, qui s'asseyaient tout près de la grille et qui, ne se contentant pas de la trouble lumière de la salle, le maintenaient sous le rayon des lampes de poche que l'impresario mettait à leur disposition. L'éclairage cru ne le gênait pas. De toute façon, il lui était impossible de dormir, sous tout éclairage et à toute heure, même dans le tapage de la salle comble. Il était toujours prêt, avec de tels gardiens, à passer la nuit sans sommeil. Il était toujours prêt à plaisanter avec eux, à leur raconter ses anecdotes de nomades et à écouter leurs histoires en retour. Il était prêt à tout pour peu qu'il pût les tenir éveillés et leur montrer à chaque instant qu'il n'avait rien de comestible dans sa cage et qu'il jeûnait comme nul d'entre eux ne l'aurait su. Mais il touchait au comble du bonheur quand, le matin venu, on lui apportait à ses frais un déjeuner super copieux sur lequel les gardiens se jetaient avec l'appétit d'hommes sains qui viennent de passer une nuit blanche. Il y avait bien, à vrai dire, des gens qui voulaient voir dans ce déjeuner une illicite tentative de corruption des contrôleurs, mais ils allaient vraiment trop loin, et quand on leur demandait s'ils voulaient eux-mêmes se charger de la surveillance de nuit sans le déjeuner, pour le pur amour de la chose, ils s'esquivaient, quoiqu'en restant sur leur position, sur leurs soupçons. Ces doutes faisaient d'ailleurs partie de ceux qu'on ne peut éviter dans une évaluation du jeûne. Nul, en effet, n'était capable de passer ses jours et ses nuits à observer le jeûneur sans arrêt. Par conséquent, nul ne pouvait savoir, par suite d'un contrôle personnel, si l'artiste avait vraiment jeûné impeccablement. Le jeûneur seul pouvait le savoir. Il pouvait seul constituer devant son jeûne un spectateur parfaitement satisfait. Mais de son côté, il ne l'était jamais. Et cela pour une autre raison. Peut-être n'était-ce pas le jeûne qui l'amaigrissait, au point que bien des gens devaient renoncer à leur grand regret à suivre ses exhibitions parce qu'ils n'auraient pas pu supporter son aspect. Peut-être ne maigrissait-il tant que par mécontentement de soi. Il était seul en effet à savoir, et nul initié ne s'en doutait, combien le jeûne est chose facile. Il n'était rien de plus aisé. Il ne le taisait d'ailleurs pas, mais on ne voulait pas le croire.
Les gens indulgents croyaient qu'il parlait par modestie, et les autres, la majorité, le prenaient pour un fanfaron assoiffé de réclame, ou même pour un bluffeur éhonté. Le jeûne lui était facile, naturellement, il s'entendait à le rendre tel, et il avait encore le front de vous l'avouer à moitié. Il lui fallait accepter tout cela. Il s'y était d'abord accoutumé avec le temps, mais intérieurement ce mécontentement ne cessait de le ronger, et il n'avait encore jamais quitté volontairement sa cage, jamais, après aucune période de jeûne. C'était un témoignage qu'on était obligé de lui rendre. Comme temps maximum du jeûne, l'impresario avait fixé 40 jours. Il ne laissait jamais jeûner le champion au-delà de ce délai, même pas dans les grandes villes, et pour une bonne raison. L'expérience prouvait en effet que pendant 40 jours, une réclame bien dosée pouvait aiguillonner l'intérêt d'une cité d'une façon des plus efficaces, mais qu'ensuite le public se raréfiait. On enregistrait une notable diminution de la demande. Il pouvait bien y avoir sur ce point de légères différences entre les villes et les campagnes, mais en règle générale, 40 jours était un maximum. Le 40e jour, on ouvrait donc la porte de la cage enguirlandée de fleurs. Un public enthousiaste emplissait l'amphithéâtre, une musique militaire jouait, 2 médecins entraient dans la cage pour opérer sur le jeûneur les mensurations nécessaires, un haut-parleur proclamait les résultats dans la salle et finalement 2 jeunes dames, toutes heureuses d'être les élues, se présentaient pour essayer de faire descendre à l'artiste les quelques marches de sa cave. En bas, sur une petite table, on lui avait servi un repas de malade précautionneusement combiné. À ce moment-là, le champion se défendait toujours. Sans doute acceptait-il encore de placer volontairement ses humérus dans les mains secourables des dames qui se penchaient sur lui, mais c'était tout. Il ne voulait pas se lever. Pourquoi cesser juste à ce moment? Juste après 40 jours, il aurait pu tenir un temps illimité. Pourquoi cesser juste à ce moment au plus beau du jeûne? Et même pas. Pourquoi voulait-on lui ravir la gloire de jeûner encore, et sinon de devenir le plus grand champion de jeûne de tous les temps, il devait l'être déjà de toute façon, du moins de battre ses propres records, de les battre jusqu'à l'absurde, car il ne sentait aucune limite à sa faculté de jeûner. Pourquoi cette foule, qui prétendait tant l'admirer, était-elle si impatiente? S'il tenait plus longtemps, pourquoi ne voulait-elle pas tenir? Et puis, il était fatigué. Il était bien assis dans sa paille, et maintenant il fallait se lever de toute sa hauteur, se redresser de toute sa longueur, aller manger des nourritures. La seule idée de ce repas lui causait des nausées qu'il ne cachait que difficilement et seulement eut égard pour les dames. Alors il relevait les yeux et regardait au-dessus de lui ceux des dames, si gentilles en apparence, si cruelles en réalité, et il secouait sa tête écrasante sur son cou fragile. Mais il se passait alors ce qui se passait toujours. L'impresario venait lui-même et la musique, empêchant tout discours, levait les bras silencieusement au-dessus de l'artiste, comme pour inviter le ciel à regarder enfin son œuvre sur cette paille, à contempler ce pitoyable martyr que le jeûneur était en effet, mais en un sens tout différent. Il saisissait le champion par le bras, il le prenait par sa taille mince avec des prudences exagérées destinées à montrer de quelle chose fragile il avait à s'occuper là, et le remettait aux dames devenues pâles comme la mort, non sans l'avoir secoué un peu en cachette, ce qui faisait osciller au hasard les jambes et le tronc du jeûneur. L'artiste alors tolérait tout. Sa tête pendait sur sa poitrine, on eût dit qu'elle y avait roulé et qu'elle restait accrochée là mystérieusement. Le corps était tout creux, les jambes se pressaient. Un instinct de conservation leur faisait serrer les genoux, mais elles traînaient sur le sol comme si ça n'eût pas été le vrai, et que le vrai sol, elles eussent dû le chercher d'abord. Et tout le poids, infime à vrai dire, du corps, reposait sur l'une des dames, qui, cherchant de l'aide et le souffle oppressé, ce n'était pas ainsi qu'elle s'était représentée cette glorieuse mission, commençait par lever le cou tant qu'elle pouvait pour préserver au moins son visage du contact du jeûneur. Puis comme elle n'y réussissait pas, et que sa compagne plus heureuse, au lieu de venir à son secours, se contentait de porter devant elle en tremblant le petit paquet d'os qu'était la main de l'artiste, la dame éclatait en sanglots pour le ravissement de l'assistance, et devait être relevée de ses fonctions par un employé tenu en réserve à cet effet depuis longtemps. Ensuite venait le repas, dont l'impresario faisait ingurgiter quelques bouchées au triomphateur qui restait plongé dans un demi-sommeil semblable à l'évanouissement. Cette scène s'accompagnait de bavardages humoristiques destinés à détourner l'attention du public de l'état où se trouvait le jeûneur. Suivait encore un toast que l'on prétendait souffler par le champion.
L'orchestre magnifiait le tout par une grande fanfare. On se quittait et personne n'avait le droit d'être mécontent de ce qu'il avait vu. Personne, sauf le jeûneur, sauf toujours le seul jeûneur. C'est ainsi qu'il vécut de longues années, avec de petites périodes de repos à intervalles réguliers, dans une apparence de splendeur, entouré des hommages du monde, mais au milieu de tous ces fastes, dans une profonde mélancolie, qui s'aggravait encore du fait que personne ne la prenait au sérieux. Comment d'ailleurs l'eût-on consolé? Que lui restait-il à désirer? S'il se trouvait un homme bienveillant qui le plaignit et voulut lui expliquer que sa tristesse venait probablement de la faim, il arrivait au jeûneur, surtout dans les derniers temps de son jeûne réglementaire, de répondre par un accès de rage et de se mettre, au grand effroi de tout le public, à secouer comme une bête les barreaux de sa grille. Dans ces cas-là, l'impresario avait un châtiment tout prêt et n'hésitait que rarement à l'employer. Il excusait le jeûneur devant toute l'assistance. Il concédait que l'irritabilité provoquée par le jeûne, irritabilité bien facile à comprendre pour des gens comme les spectateurs qui avaient l'estomac garni, pouvait seule excuser l'attitude du champion. Il s'arrangeait ensuite pour parler de l'affirmation de l'artiste qui se déclarait capable de jeûner beaucoup plus longtemps. Et il rapportait cela aux mêmes causes. Il louait la haute ambition, la bonne volonté, la grande abnégation que contenait cette affirmation. Mais il cherchait ensuite à la réfuter, trop facilement, en montrant des photographies qu'il faisait acheter en même temps au public, sur lesquelles on voyait le champion étendu sur un lit, le 40e jour, et presque mort d'inanition. Ce déguisement de la vérité que l'artiste connaissait bien, mais qui réussissait toujours à le déprimer une fois de plus, dépassait vraiment la mesure. On présentait comme un effet du jeûne ce qui n'était que la conséquence de son interruption prématurée. Comment lutter contre cette incompréhension, contre cet océan d'incompréhension? Il écoutait toujours l'impresario, mais au moment où sortaient les photos, il lâchait régulièrement les barreaux, retombait en soupirant dans sa paille, et le public, tranquillisé, pouvait revenir, s'approcher de lui et le regarder. Lorsque les témoins de ces scènes s'en ressouvinrent quelques années plus tard, nombre d'entre eux s'en étonnèrent eux-mêmes, car entre-temps s'était produit ce revirement dont nous parlions. Il était venu presque soudain. Il avait peut-être des causes profondes, mais qui se serait inquiété de les découvrir? Un beau jour, le jeûneur, gâté par les applaudissements de la foule, se vit délaissé du public. Avide de folles distractions, le public envahissait maintenant d'autres salles de spectacle. L'impresario fit encore une tournée forcenée à travers la moitié de l'Europe pour voir s'il ne retrouverait pas par-ci, par-là l'ancien intérêt du public, mais tout fut vain. C'était comme une conjuration. La même aversion s'était développée partout pour le spectacle de la faim. Naturellement, ce phénomène n'avait pu en réalité intervenir si brusquement et l'on se rappelait maintenant après coup bien des symptômes précurseurs que dans l'ivresse du succès on n'avait pas assez remarqué à leur époque, qu'on n'avait pas assez combattu. Maintenant il était trop tard pour entreprendre de lutter. Et certes, il était bien sûr qu'on reviendrait un jour au jeûne, mais hélas, pour les contemporains, ce n'était pas une consolation. Que devait faire à présent le jeûneur? Lui qui s'était vu entouré des acclamations de tous les peuples, il ne pouvait même plus maintenant se montrer dans les baraques des petites foires. Et pour choisir un autre métier, il était non seulement trop vieux, mais surtout trop fanatiquement adonné à l'ivresse du jeûne. Aussi prit-il congé de son impresario, qui avait été le compagnon d'une carrière sans égale, et se fit-il embaucher par un grand cirque. Pour épargner son amour-propre, il ne regarda même pas le contrat. Un grand cirque, étant donné le nombre immense de gens, de bêtes et d'appareils qu'il a besoin de maintenir et de compléter constamment, peut employer n'importe qui, même un jeûneur professionnel, à condition naturellement que ses exigences soient restreintes. D'ailleurs, dans ce cas particulier, ce n'était pas seulement le travailleur qu'on engageait, mais aussi son vieux nom célèbre. Il s'agissait d'un talent spécial qui ne diminue pas avec l'âge, de sorte qu'on ne pouvait pas dire qu'on eut affaire à un artiste usé qui, sentant faiblir son talent, cherchait refuge dans un petit poste de tout repos. Bien au contraire, le jeûneur assurait, ce qui était parfaitement vraisemblable, qu'il jeûnait tout comme autrefois. Il allait même jusqu'à prétendre que si on lui laissait sa libre volonté, ce qu'on lui promit sur-le-champ, c'était maintenant seulement qu'il allait plonger le monde dans un juste étonnement, affirmation qui, à vrai dire, étant donné les revirements du temps, que le champion dans son grand zèle oubliait trop facilement, affirmation qui ne provoqua chez les spécialistes qu'un sourire.
Pourtant, au fond, le champion de jeunes ne perdait pas de vue, lui non plus, les circonstances véritables, et il admit, comme tout naturel, qu'on ne l'exposa pas au milieu de la piste, avec sa cage comme le clou de la soirée, et qu'on le logea dehors, tout près des écuries, dans un endroit d'un accès malaisé. De grandes pancartes de toutes couleurs entouraient son box et disaient ce qu'il y avait à voir dedans. Quand le public, pendant les entr'actes, se pressait aux portes des écuries pour aller regarder les animaux, il était presque inévitable qu'il passât devant le jeûneur et s'arrêtât un instant. Peut-être même se serait-il attardé dans cet étroit passage si les spectateurs qui faisaient la queue, ne comprenant pas cet arrêt à mi-chemin des écuries, n'avaient empêché le stationnement. Et c'était la raison pour laquelle le jeûneur tremblait à l'idée de la venue du public qu'il désirait cependant d'autre part, puisque c'était le but de sa vie. Les premiers temps, il pouvait à peine attendre les entr'actes. Il regarda venir la foule avec des transports de plaisir jusqu'au moment qui vint trop vite, hélas, où l'aveuglement, le plus obstiné devant céder devant la réalité, il se rendit compte qu'il n'avait jamais affaire qu'à des visiteurs d'écurie, sinon de fait du moins d'intention. Et c'était encore de loin que le spectacle de cette foule était le plus beau, car une fois à sa hauteur, elle l'entourait d'un vacarme de hurlements et de jurons. Deux parties ne cessaient en effet de se reformer devant sa cage. D'une part, et ce furent les gens qui lui devinrent vite le plus odieux, ceux qui voulaient le regarder tout à leur aise, non par curiosité intelligente, mais par caprice et par bravade, et d'autre part, ceux qui voulaient d'abord aller visiter les écuries. Le gros de la foule écoulée, c'était le tour des retardataires, et ceux-là, que rien n'empêchait plus de stationner tant qu'ils voulaient, filaient en fait à grands pas, sans un regard, pour arriver à temps près des bêtes. C'était une aubaine bien rare que de voir un père de famille se présenter avec ses enfants, montrer du doigt le jeûneur professionnel, expliquer en détail de quoi il s'agissait, parler de l'ancien temps où il avait pu contempler des exhibitions du même genre, mais incomparablement plus glorieuses. Les enfants que ni l'école ni la vie n'avaient suffisamment préparés restaient figés sans comprendre, il est vrai, qu'était-ce pour eux que la fin ? Mais dans l'éclat de leurs yeux brillants de curiosité, on pouvait voir le signe précurseur d'une ère nouvelle et plus clémente. Peut-être pensait alors quelquefois le jeûneur, tout s'arrangerait-il un peu si sa cage n'était pas si près des écuries. Sa situation présente rendait le choix trop facile au public, sans parler des autres désagréments qu'elle présentait, les émanations des écuries, le bruit inquiet que faisaient les bêtes pendant la nuit, le transport de la viande crue pour les fauves. Le cri des animaux au moment des repas blessait les sens et accablait l'âme. Mais il n'osait pas réclamer auprès de la direction. C'était aux bêtes, après tout, qu'il devait ce flot de visiteurs, parmi lesquels, de loin en loin, il s'en trouvait peut-être bien un qui venait exprès pour lui. Et qui sait, où l'eût-on enfoui, s'il avait voulu souligner son existence, rappelant par la même occasion qu'il ne constituait au fond qu'un obstacle sur le chemin des écuries. Un petit obstacle, à vrai dire, un obstacle de plus en plus petit. On s'habituait à la bizarrerie de ce cirque qui cherchait encore de nos jours à retenir l'attention du public sur un jeûneur professionnel, et cette accoutumance des clients équivalait à une sentence de mort. Il pouvait jeûner de son mieux, et c'était bien ce qu'il faisait. Rien n'était plus assez puissant pour le sauver. On passait devant lui sans le voir. Cherchez à expliquer l'art du jeûne à quelqu'un. Allez donc faire ça. Si vous ne le sentez pas d'instinct, personne ne pourra vous l'apprendre. Les belles pancartes se salissaient, elles devenaient illisibles, on les arrachait par lambeaux, personne ne songeait à les remplacer. Le petit tableau des journées de jeûne n'était plus tenu à jour. Les premiers temps, on l'avait toujours soigneusement gardé exact. Mais il y avait déjà longtemps qu'on n'en avait plus changé le chiffre, car au bout de quelques semaines, ce minuscule travail lui-même avait lassé le personnel. Et c'est ainsi que le jeûneur put continuer à jeûner comme il l'avait rêvé autrefois et réussit sans aucune peine conformément à ses prédictions, mais personne ne compta les jours, personne, même le jeûneur, ne savait quelle était la taille de son record, et la tristesse habitait son cœur. Et quand un jour un badaud s'arrêta, se moqua du vieux chiffre inscrit par la date Rapnigo, ce fut le mensonge le plus bête que pussent forger l'indifférence et la méchanceté innée, car ce n'était pas le jeûneur qui cherchait à duper le monde, il travaillait honnêtement, c'était le monde qui le trompait en le frustrant de son salaire. Pourtant, les jours et les semaines passèrent et cette situation elle-même prit fin. La cage frappa l'attention d'un inspecteur qui faisait sa tournée et il demanda aux employés pourquoi on laissait au rencard, rempli de paille moisie, cette cage si utilisable.
Personne ne le sut, sauf un qui finit par se souvenir de l'artiste à l'aide du tableau des jours. On remua la paille à la fourche et on y trouva le jeûneur. « Tu jeûnes toujours ?» demanda l'inspecteur. « Quand cesseras-tu donc enfin ?»« Pardonnez-moi à tous, » murmura le jeûneur. Seul l'inspecteur, qui tenait l'oreille contre la grille, le comprit. « Bien sûr, dit l'inspecteur en portant le doigt à son front, pour indiquer au personnel l'état dans lequel se trouvait le jeûneur. « Bien sûr, nous te pardonnons. »« Je voulais toujours vous faire admirer mon jeûne, » dit le jeûneur. « Nous l'admirons, dit l'inspecteur affable. »« Vous ne devriez pourtant pas l'admirer, dit le jeûneur. »« Eh bien, soit, nous ne l'admirons pas, dit l'inspecteur. Et pourquoi ne devons-nous donc pas l'admirer ? » ?»« Parce que je suis obligé de jeûner. Je ne saurais faire autrement, dit le jeûneur. « Voyez-moi ça, dit l'inspecteur, et pourquoi ne peux-tu faire autrement ?»« Parce que, répondit le jeûneur en relevant un peu sa tête minuscule et en parlant avec la bouche en haut comme pour donner un baiser dans l'oreille de l'inspecteur afin que rien ne se perdît, parce que je ne peux pas trouver d'aliment qui me plaise. Si j'en avais trouvé un, crois-moi, je n'aurais pas fait de façon et je me serais rempli le ventre comme toi et comme tous les autres. » Ce furent là ses derniers mots. Mais dans ses yeux mourants brillait la conviction ferme encore, malgré sa fierté disparue, qu'il continuait à jeûner. « Allons, rangez-moi ça maintenant, » ordonna l'inspecteur. Et on enterra le jeûneur en même temps que la paille. Quant à la cage, on y logea une jeune panthère. Ce fut, même pour les plus stupides, un sensible soulagement de voir ce féroce animal se démener dans cette cage si longtemps déserte. La bête, elle, ne manqua de rien. La nourriture lui plaisait et les gardiens la lui portaient sans barguigner. Elle ne semblait même pas regretter sa liberté. Ce noble corps, gavé de tout jusqu'à la limite précise où il eût risqué d'éclater, semblait d'ailleurs porter la liberté en soi. Elle devait s'être logée dans quelque coin de sa mâchoire, et la joie de vivre jaillissait du fond de sa gueule avec une flamme si violente qu'il n'était pas facile au spectateur de lui tenir tête. Mais il se maîtrisait, se pressait autour de la cage et ne voulait pas bouger d'un pas.